Enregistrement. Donc, bonsoir tout le monde. Ça me fait très plaisir de vous recevoir pour le webinaire du docteur Fernando Alvarez. Donc, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jonathan Pratt. C'est moi le directeur général du Regroupement québécois des maladies orphelines depuis maintenant bientôt 4 mois et demi. Donc, ça me fait extrêmement plaisir là, de recevoir aujourd'hui docteur Alvarez. En fait, Dr. Alvarez travaille au service de gastro-entérologie, hépatologie et nutrition au CHU Sainte-Justine, donc qui est affilié à l'Université de Montréal. Il nous fera une présentation aujourd'hui intitulée Atrésie des voies biliaires avant et après chirurgie. Et donc, le titre qu'on voit aujourd'hui, donc cholestase néonatale. Donc, comme je l'ai dit, nous vous invitons à garder vos caméras fermées donc pour la présentation et votre son également. Ce qu'on vous demanderait, c'est de garder vos questions pour la fin. Donc, si vous avez des questions, tout simplement les inscrire dans le chat, s'il vous plaît. Donc, voilà. Donc, Dr. Alvarez, la parole est à vous. Merci beaucoup, et M. Pratt, pour l'invitation. C'est un honneur et un vrai plaisir de parler à des parents et en fait sont émotionnellement ceux qui nous soutiennent. Alors, pourquoi j'ai mis cholestase néonatale pour commencer? Parce que l'atrésie des voies biliaires est partie des diagnostics différentiels quand un enfant il a une cholestase néonatale. Et comme vous savez, quand vous avez consulté pour les parents qui ont eu un enfant avec une atrésie des voies biliaires, c'est que vous a mené à la consulte, c'est que votre enfant était jeune. Voilà l'exemple. Alors, et la question qui doit se poser un pédiatre ou un médecin de famille, un médecin généraliste, devant un enfant qui est jeune, est-ce que cet enfant a une cholestase? Ça, c'est la vraie question. Alors, la cholestase se manifeste par une jaunisse que nous appelons dans la chaire médicale un ictère. Et l'ictère peut être dû à une cholestase ou à une augmentation de la bilirubine qui est libérée par les globules rouges à la destruction. On parle de néonatal. Alors, c'est une bilirubine non conjuguée. Et c'est presque 30 à 40% des enfants en période néonatale, ils vont avoir une petite jaunisse, une petite ictère, due à cette bilirubine, et très peu, ils vont avoir une cholestase. Mais il faut faire ces diagnostics différentiels première. Est-ce que mon enfant a là une augmentation de la bilirubine non conjuguée produite par la destruction des globules rouges ou qu'il a une cholestase? Et comme on le sait, c'est parce que quand il y a une cholestase, la bilirubine il est soluble dans l'eau, ça veut dire qu'il va colorer les urines et va diminuer les couleurs des selles, va être moins intense ou même blanc. Pourquoi? Parce que ce qui donne la couleur aux selles, pas seulement chez les bébés, chez les adultes aussi, c'est la bilirubine. Alors, s'il n'y a pas de bilirubine dans les selles sont blanches. Alors, il faut établir aussi, une fois que nous on les voit, que les médecins les voient, quel est le degré de la cholestase. C'est une cholestase avec, voilà, les selles normales, les selles qui sont partiellement décolorées, et ça c'est important. Voilà les selles d'un patient avec une atrésie des voies biliaires. Et ceci, quand on a des selles blanches, comme vous voyez ici, on doit penser en premier lieu à une atrésie des voies biliaires. Alors, mais il y a d'autres pathologies qui donnent des selles blanches. Par exemple, déficit d'alpha-antitrypsine, fibrose kystique du pancréas, syndrome d'Alagille, cholangitis sclérosante. Mais en premier lieu, comme vous voyez, j'ai mis l'atrésie des voies biliaires parce que ces diagnostics doivent se faire de façon urgente. Alors, la différence entre l'atrésie des voies biliaires et les autres cholestases, les autres causes de cholestase, c'est que si vous suivez les couleurs des selles, voyez ici, cet enfant, il avait des selles colorées,
qui sont complètement ou partiellement décolorés, mais qui deviennent jaunes par la suite. Cet enfant n'a pas une atrésie de Boisvilliers. Par contre, si vous avez un enfant qui a des selles complètement décolorées, il persiste complètement décoloré, le premier diagnostic, ça va être une atrésie de Boisvilliers et tous les examens nécessaires pour confirmer le diagnostic doivent être faits rapidement. Je disais que les souliers sont colorées, vous voyez, les souliers couleur thé, qui tachent les couches, et ça, c'est important. Alors, depuis quelques années, un peu à travers le monde, il y a eu des cartes avec des couleurs de sel qui sont distribuées dans les maternités, dans certains lieux. Par exemple, il s'est fait en British Columbia, ici dans notre pays, et je n'ai pas réussi avec les ministères à les imposer dans les maternités du Québec, mais on va continuer à insister. Il s'est fait à Taïwan depuis des années. Ce sont des cartes qui ont été appliquées pour la première fois au Japon. Et on dit aux parents, quand, pendant les 15 premiers jours de vie, votre enfant, il y a des selles de couleur 5, 6 ou 7, appelez à tel numéro, il y a une infirmière qui va vous donner des instructions de quoi faire, et de ces façons-là, on va diagnostiquer les atrésies de Boisvilliers beaucoup plus rapidement. Une des caractéristiques aussi des enfants avec une atrésie de Boisvilliers, c'est qu'ils sont nés pour la plus grande majorité à terme et qui ont un poids de naissance normal. Ce sont des enfants tout à fait normaux. Mais quand on les examine, on peut toucher un foie un tout petit peu plus gros que la normale. Ça, c'est déjà un point. Quelquefois, ces enfants, ils sont un foie qu'on palpe juste au milieu de l'abdomen, plutôt qu'à droite, comme on devrait le faire. Et si c'est un cas qui malheureusement a été diagnostiqué tardivement, et vous voyez comment l'énorme foie provoque une distension de l'abdomen, et comme il y a déjà des varices qui se produisent dans la paroi de l'abdomen, parce que le sang qui ne peut pas passer à travers le foie, il faut qu'il passe par d'autres veines. À l'échographie, quelquefois, peut-être un enfant sur 3, on voit cette image que vous voyez ici marquée par une flèche, où il y a, représente ces zones grises devant la zone noire. La zone noire, c'est la veine porte, c'est un vaisseau veineux qui va vers le foie. La zone grise ici, c'est parce que les canaux biliaires qui devraient être là, ils sont inflammés, il y a une inflammation, et ils sont remplacés par une cicatrice. Et ce qui nous permet d'aller le plus vite à la chirurgie, parce que c'est une urgence chirurgicale, je vais le répéter à plusieurs reprises, c'est la biopsie hépatique, où vous voyez que c'est assez caractéristique, on voit beaucoup de canaux biliaires dans une énorme cicatrice, et quand on voit les foies, les rouges sont les cellules du foie, les bleus sont les cicatrices. Malheureusement, même quand on les opère très vite, ces enfants ont déjà des cicatrices à l'intérieur du foie. Pourquoi? Parce que l'atrésie de Boisvilliers, ce n'est pas une maladie des grosses Boisvilliers, c'est une maladie de tous les Boisvilliers. Pardon. Et quand vous voyez, après une opération, on prend les canaux biliaires et vous voyez que ce canal biliaire, il réduit sa lumière et tout autour de ces canaux biliaires, il y a de l'inflammation. Ceci est important et c'est très important parce que ça nous montre que c'est un processus inflammatoire qui mène à la destruction de ces canaux biliaires. Pardon, je m'excuse. Il ne veut pas partir.
Je vous disais que ce qui peut nous aider aussi dans le diagnostic, au moins une fois sur 10, ici vous savez les pourcentages, c'est qu'avec la trachée de Boisvilliers, il y a d'autres malformations qui sont associées. Et l'échographie nous aide. Si vous trouvez qu'il n'y a pas une grosse rate, mais toutes des petites rates, et vous avez une cholestase sévère avec celle blanche, atrésie de Boisvilliers, on appelle les chirurgiens. Si vous avez un situs inversus, ce qui accompagne un foie en position médiane, avec une cholestase sévère, appelez les chirurgiens. Si vous avez une veine porte qui, plutôt que passer derrière les duodénums, le petit intestin passe devant le petit intestin, appelez les chirurgiens si vous avez une cholestase sévère. Ce sont tous les petits détails qui accélèrent les diagnostics et accélèrent les processus vers l'intervention chirurgicale qui peut rétablir éventuellement les flux biliaires. En résumé, si on a des selles blanches avec un foie qui est un petit peu plus gros que la normale, et si on a ces anomalies à l'échographie, il faut penser à la trachée de Boisvilliers. Alors, on dit que dans tous les cholestases, et pour les parents qui ont discuté avec nous, ils le savent très bien, nous, on regarde au laboratoire une molécule qui s'appelle gamma-glutamyltransférase, la GGT. Parce que ce GGT va augmenter dans le sang quand le foie ou les tuyaux qui amènent la bile, les Boisvilliers, est affecté par une maladie. À ce moment-là, il libère les GGT, il part dans le sang, on fait la prise de sang, on détecte qu'il est augmenté. Mais on sait qu'un enfant sur 10, déjà dans les premiers ou deuxièmes mois de vie, ils vont avoir ces GGT presque normales dans le sang. Comment on explique qu'on peut avoir une atrésie de Boisvilliers avec une destruction de la Boisvilliers avec des GGT normales? Ça veut dire que malgré la destruction, on n'augmente pas dans le sang. C'est parce que malheureusement, l'atrésie de Boisvilliers, c'est une maladie qui commence les dernières semaines avant la naissance et qui se confirme ou finit dans les 2 premières semaines après la naissance. Ça veut dire que si la maladie a commencé plus tôt, il a détruit complètement la Boisvilliers, quand l'enfant est né, les gamma-GT vont être normales dans le sang, ça veut dire qu'ils sont plus libérés et on sait que ça correspond à des parents qui, malheureusement, ils sont moins de Boisvilliers. Et vous voyez ici, en bleu foncé, la courbe des succès de l'intervention chirurgicale chez des patients qui ont des gamma-GT normales quand on fait les diagnostics, versus en vert ceux qui ont une gamma-GT augmentée. Bien sûr, la différence est petite, mais il y en a une. Alors, je pense que c'est important de le signaler. Ça ne veut pas dire que si on voit un enfant avec une atrésie de Boisvilliers avec GGT normal dans le sang, on ne va pas faire l'intervention de Kasai. Bien sûr, on va l'essayer. Il y a différentes façons ou différentes formes de l'atrésie de Boisvilliers, ce qu'on appelle la forme cystique, et je vais revenir, ou la forme isolée, avec anomalie associée ou, en plus, ceux qui ont une infection par cytomégalovirus associée. Chose intéressante, ici sont des courbes de survie. Plus haut, vous avez les pourcentages ici, ici vous avez les pourcentages de survie, et en bas, l'âge en année. Et vous voyez que les enfants qui ont la forme cystique de l'atrésie de Boisvilliers, la forme kystique de l'atrésie de Boisvilliers, pardon, ils sont un bien meilleur pronostic. Et je vais revenir, qu'est-ce que c'est la forme kystique? Je vais vous montrer une image. Si vous avez une atrésie de Boisvilliers habituelle, vous avez une survie à 10 ans aux alentours de 40% versus 65% pour la forme kystique. Quand ils sont associés à des anomalies, je vous dis un enfant sur 10 a de ces anomalies qu'on trouve surtout à l'échographie, il est à peu près les pronostics similaires
aux formes sans anomalie. Par contre, quand l'enfant, au moment du diagnostic, il a une infection active avec le cytomégalovirus, et ça c'est assez récent, on sait que le pronostic est moins bon. Encore une fois, ne prenez pas ça comme une vérité. On sait qu'il y a d'autres travaux qui ont montré qu'il y avait cytomégalovirus et que les pronostics ne changeaient pas autant. Alors, quelles sont les formes de voie biliaire? On a dit, et de l'atrésie de voie biliaire. On a dit que l'atrésie de voie biliaire affecte toute la voie biliaire, à l'intérieur du foie et à l'extérieur du foie. Mais, quelquefois, la fermeture complète de ces canaux est variable. Et vous savez ici un petit pourcentage où seulement ce qu'on appelle les cholédoques, ça veut dire entre la vésicule biliaire et ce canal qui va vers le foie, que c'est l'hépatique, ceci est les cholédoques, c'est seulement les cholédoques qui est fermé. Ça, c'est un petit pourcentage de patients et ils sont bon pronostic parce que les voies biliaires à partir d'ici vers les foies sont moins affectées. La forme qu'on disait curable, qui a le meilleur pronostic, c'est quand on trouve une kyste ici. Ça veut dire que ce voie biliaire a été détruit et il apparaît un kyste. Ça veut dire une cavité avec des liquides à l'intérieur, parce qu'on sait que dans ces cas-là, les voies biliaires à l'intérieur du foie, les tuyaux qu'amène la bile à l'intérieur du foie, ils sont beaucoup moins affectés. Et quand on trouve ces formes, qu'en général est diagnostiquée déjà à l'échographie fétale, apparaissent très tôt, et ceci a plus de chances de guérir avec l'intervention ou d'avoir un meilleur pronostic. Existent des formes où affectent les voies biliaires dans le foie et n'affectent pas la vésicule biliaire et les cholédoques, et des formes qui est la plus fréquente, malheureusement, où toute la voie biliaire est affectée. En général, ce qu'on voit le plus fréquemment, c'est ces formes kystiques, la forme où il ne se forme pas de kyste, mais il affecte surtout la voie biliaire vers le foie, mais pas la vésicule biliaire qui reste perméable, mais quand on essaye d'opacifier, de mettre un colorant dans la vésicule biliaire, il va vers l'intestin, mais il ne monte jamais vers le foie. Et cette forme qui est la plus fréquente, parce qu'elle affecte les voies biliaires à l'intérieur du foie et tous les tuyaux à l'extérieur du foie. C'est une urgence chirurgicale, il faut le faire le plus vite possible, il faut faire le diagnostic le plus tôt possible. Et à quoi consiste l'intervention chirurgicale? C'est à prendre une partie de l'intestin et aller chercher à la base du foie, à l'endroit où il devrait être les voies biliaires, de chercher à connecter cet intestin avec les voies biliaires résiduelles, ceux qui ont été moins affectés par la maladie. Quoique au moment du Kasai, c'est impossible de savoir s'il y a eu 50%, 60% ou 80% des voies biliaires à l'intérieur du foie qui sont déjà affectées. Mais cette affectation va déterminer si l'intervention sera un succès ou malheureusement un échec. Pourquoi j'insistais dans toutes ces premières parties sur le diagnostic? Parce que si on fait une intervention de Kasai dans les premiers 45 jours de vie du bébé, on a 75% de chances, vous le voyez ici dans le rectangle noir, que l'intervention de Kasai, que c'est le nom de la hépatico-jéjunostomie qu'on fait ou qui font les chirurgiens, il y a 75% de chances qu'il soit un succès. Ça veut dire que l'enfant déjaunisse complètement. À partir de 45 jours, vous voyez comment le pourcentage de succès diminue et à partir du 4e mois, les possibilités de succès sont très faibles et les complications de l'intervention sont beaucoup plus grandes. Et c'est pour ça que pour la plupart des enfants
diagnostiqués tardivement, nous, on préfère indiquer une transplantation hépatique plutôt que l'intervention de Kasai, parce que l'intervention de Kasai à cet âge-là, il génère beaucoup de complications. La même chose dans un autre groupe, vous voyez que les enfants du groupe 1 qui ont été opérés très tôt, ils sont pour cette équipe médico-chirurgicale, ils avaient un succès de plus de 80% et les succès diminuent quand on arrive déjà à l'âge de 4 mois, avec aussi un déjaunissement qui est partiel, qui se produit dans les premiers mois, mais que ces patients rechutent facilement par la suite, quand ils sont opérés tardivement. Et les mêmes résultats que je vous ai montrés dans les 2 diapositives précédentes ont été obtenus au similaire ici à travers tout le Canada. Et vous voyez ici que s'ils sont opérés très tôt, on a à 4 ans de l'intervention une survie de 49%, la même en 10 ans. Par contre, plus tard, ils sont opérés et on a des succès initiaux, mais ces succès sont limités dans le temps. C'est pour ça que les diagnostics rapides après la naissance, c'est la clé pour essayer d'éviter la transplantation hépatique. Alors, vous avez entendu et vous allez entendre dans beaucoup de centres qui utilisent des corticoïdes. Qu'est-ce que sont les corticoïdes? La cortisone ou cortisol, vous avez entendu parler, pour diminuer l'inflammation en grosse quantité avec un risque d'infection non négligeable et en grosse quantité après la chirurgie pour faciliter éventuellement la désinflammation de ces voies biliaires. Et comme on connecte l'intestin plein de bactéries avec le foie et la voie biliaire qui est malade, les bactéries peuvent monter, c'est ce qu'on appelle une cholangite ascendante, et affecter éventuellement le foie de l'enfant. Mais ça a été clairement montré que ni les corticoïdes à haute dose, avec le risque d'infection d'ailleurs, ni les antibiotiques après l'intervention de Kasai, prolongés pendant quelques semaines au mois après l'intervention de Kasai, amélioraient les pronostics de ces enfants. Et vous le voyez ici, ou l'autre, avec les traitements ou sans traitement. Il semble avoir une petite amélioration avec les traitements dans les premiers mois, mais après 2 ans, les pronostics étaient exactement les mêmes. Alors, nous, on ne prend pas le risque d'utiliser les corticoïdes à haute dose. J'espère vous avoir convaincu qu'il faut faire le diagnostic rapidement parce qu'il s'agit ici d'une urgence chirurgicale et nous, on demande aux chirurgiens que l'enfant soit opéré dans les jours qui suivent les diagnostics. Et nos chirurgiens, ils l'ont bien compris, ils sont très respectueux de ceci, de cette prémisse, et ils font tout le possible, même ils échangent les temps opératoires pour que ces enfants soient opérés dans moins d'1 semaine après le diagnostic. C'est une maladie, heureusement, relativement rare. L'incidence au Canada, c'est 1 sur 16 000. C'est la même en Europe, c'est la même en Amérique du Nord, c'est la même en Amérique du Sud. C'est seulement dans les îles du Pacifique Sud que l'incidence est à peu près 1 sur 6 000 ou 7 000. Ça veut dire qu'ils sont les doubles d'enfants avec atrésie de voie biliaire, mais on ne connaît pas les raisons. Le diagnostic, c'est une suspicion clinique. On doit avoir ces maladies dans notre tête quand on voit un enfant, mais d'abord, il faut établir que l'enfant a une cholestase, après ça va vite. Mais il faut d'abord établir le diagnostic de cholestase. On ne demande pas à un pédiatre général ou à un médecin de famille de faire le diagnostic, on demande de détecter les cholestases et nous confier les patients. Alors,
qu'est-ce qui s'est passé? Ici, c'est un vieux travail, mais que je montre même à nos résidents, parce qu'on peut commettre cette erreur facilement. Les parents vont voir le médecin et disent « Mon enfant est jaune, il a une ictère ou une jaunisse ». Alors, la réponse plus fréquemment donnée dans beaucoup d'urgences, ne vous inquiétez pas, c'est ce qu'on appelle une ictère physiologique du nouveau-né, c'est fréquent, ça va passer. Et vous voyez, on peut avoir d'autres raisons pour lesquelles on n'a pas fait le diagnostic, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est inadmissible de donner ce type de réponse aux parents qui consultent pour une jaunisse sans penser qu'il peut avoir une cholestase. On ne demande pas qu'ils pensent qu'il y a une atrocité bobilière, mais au moins qu'ils pensent qu'il y a une cholestase et qu'ils fassent le possible pour faire le diagnostic. Alors, on parlait de cette forme qu'on peut appeler curable avec un kyste au niveau de la voie biliaire. Et effectivement, voilà les kystes qu'on observe. Vous voyez qu'ici, les anomalies qu'on observe à l'intérieur des foies sont similaires, mais il faut mentionner que, bon, ici c'est un petit nombre de patients, mais que tous ces patients, ils vont rétablir les flux biliaires. Ça veut dire que c'est important, si on a un kyste détecté au-dessus du foie à l'échographie fœtale, à la deuxième échographie fœtale, de consulter le plus rapidement possible. Alors, voilà une étude faite à l'hôpital de Bicêtre en France, et un suivi de plus de 20 ans, parce que ça, c'est une des questions des parents de nos patients, c'est quelle est la survie qu'on espère de nos enfants, et même s'ils sont des jaunis. Et encore une fois, ici, ils sont mis 90 jours et plus de 90 jours, et vous voyez que la survie à long terme, c'est déjà bien meilleur quand les enfants sont opérés tôt. Ça veut dire qu'on rétablit les flux biliaires, on rétablit les passages de la bile dans l'intestin, et même si on ne guérit pas les processus nécro-inflammatoires, parce qu'il va guérir tout seul, l'effet d'ouvrir ces voies biliaires enlève la rétention de la bile, qui est un puissant détergent, et la destruction ultérieure de ces voies biliaires. C'est pour ça que le pronostic est bien meilleur. Vous voyez ici ce qu'on appelle la courbe de survie. Si on opère les 100% des enfants, malheureusement, l'échec, on va le voir rapidement dans les premières années ou 2 premières années. Et après, la courbe est assez, je dirais, moins dramatique jusqu'à l'âge adulte. À partir de l'âge adulte, beaucoup d'enfants, malheureusement, ils vont avoir besoin d'une transplantation. Mais il faut savoir que trouver un foie pour un enfant tout petit est toujours beaucoup plus problématique que trouver un foie pour un adulte. Et heureusement, dans notre pays, la mortalité infantile et surtout les accidents sont de moins en moins fréquentes. Et nous, on doit utiliser des foies des adultes. Il peut être des parents pour une transplantation vivante ou d'un foie d'un donneur cadavérique, mais c'est plus difficile à trouver. Ça veut dire que permettre à son enfant vivre avec un foie natif à nos patients, son foie natif, son propre foie, jusqu'à tard dans la vie, c'est un gros avantage qu'on leur donne. Ici, parce que dans le temps, on disait que si les enfants ils avaient une polysplénie ou une port préduodénale ou ces malformations qu'on a mentionnées, les pronostics étaient moins bons. Il n'y a rien. Le pronostic est le même quand on a un syndrome malformatif, comme je vous avais déjà montré, et quand on ne l'a pas, ça veut dire qu'il faut paniquer s'il y a d'autres anomalies. Quelles sont les complications qu'il peut avoir ces patients tout de suite, ou nos patients tout de suite après la greffe? Et je dis, on connecte l'intestin plein de bactéries avec des tuyaux ou des voies biliaires
qui sont malades, ça veut dire que c'est comme le flot biliaire n'est pas complètement normal, les bactéries profitent pour se multiplier dans les foies et produire des cholangites. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand les cholangites sont diagnostiquées rapidement et traitées rapidement, vous voyez la courbe de survie, les pronostics à long terme, c'est similaire. Alors, cholangite, oui, il peut avoir plusieurs cholangites jusqu'à l'âge de 2-3 ans, mais les pronostics restent très bons si on les diagnostique rapidement et on les traite rapidement. Le problème, c'est que ces infections répétées dans les foies, il peut détruire les voies biliaires, surtout si on n'agit pas rapidement. Et la voie biliaire, il peut, en se détruisant, former des kystes. Ces kystes de la voie biliaire, il peut être des kystes simples, vous voyez ici des kystes à différentes parties du foie, ou compliqués quand il y a toute une voie biliaire qui est détruite en forme kystique. Ça, heureusement, sont plus rares. Les kystes simples sont plus fréquents. Il y en a des choses qu'on peut faire, vous voyez des exemples, des kystes simples et des kystes multiples à la tomographie. Et en général, ils se produisent dans les premières années après l'intervention chirurgicale et à cause des cholangites répétées. Et quand vous savez, si la voie biliaire est très malade, même si on donne beaucoup d'antibiotiques, disons, faire disparaître les bactéries, c'est presque impossible dans certains cas. C'est pour ça que si les kystes sont simples, il peut y avoir des cholangites, mais on peut les traiter et dans la plupart des cas, ces kystes simples, uniques ou multiples, il peut disparaître et l'enfant vivre avec son foie pendant des années et des années. Par contre, quand ils sont multiples, et vous avez vu que c'est impressionnant, c'est très difficile de guérir la cholangite et en général, la fonction du foie il va se détériorer assez rapidement et c'est aussi une indication pour une greffe hépatique. Alors, en autre terme, s'il y a un kyste solitaire en multiples simples, sans cholangite, il n'y a pas besoin de traitement, simplement on va suivre ces bébés ou ces enfants. Quand il y a des cholangites, on les traite et en général, le traitement est efficace. S'il n'est pas efficace, on peut essayer d'autres choses. On peut drainer les kystes ou on peut enlever ces petits kystes par intervention chirurgicale. Par contre, s'ils sont multiples, en général, la plupart des enfants, malheureusement, ils vont avoir besoin de greffe hépatique. La transplantation hépatique se fait assez souvent, comme vous avez vu dans les cours de survie. Et l'atrésie des voies biliaires, c'est la principale cause qui mène, des maladies hépatiques qui mènent à une greffe hépatique. Et ici, vous avez 54% des enfants transplantés dans notre département ont une cholestase, mais parmi ces 54%, 40% ou plus que 40% sont des atrésies des voies biliaires. Alors, et le problème, c'est que beaucoup de ces patients ont été diagnostiqués tardivement. Ici, vous savez, quand on incorpore la transplantation hépatique à nos moyens thérapeutiques, vous savez ici que presque 90% des enfants vont survivre à long terme avec l'aide du Kasai ou la transplantation hépatique, mais la survie avec leur foie native, ici au Canada, c'est la même que je vous ai montré pour ces grandes séries publiées par les Français. Alors, il y a deux types de transplantation hépatique. On peut les faire à partir d'un donneur, une partie du foie gauche d'un donneur cadavérique. Et vous l'avez ici, un petit point. On peut les faire
à partir d'un foie entier, c'est extrêmement rare qu'on réalise ce type d'intervention au Canada, parce que, comme je vous disais, il y a très peu d'enfants donneurs, c'est ici. Mais ici, les dernières années, on a obtenu de bien meilleurs résultats en utilisant une partie du foie de la maman ou les papas qui ont été disposés à donner leur foie. Et le point, c'est qu'on doit faire le maximum pour faire que l'enfant entre en liste d'attente ou trouver un foie pour cet enfant le plus tôt possible, que l'enfant soit dans le meilleur état nutritionnel, on pourra discuter plus tard, parce que vous voyez que quand l'enfant est très malade, aux soins intensifs, les résultats de la greffe hépatique est bien pire que si l'enfant est à la maison et relativement stable. Voilà ce que je voulais vous dire pour qu'on puisse amorcer une discussion. Je suis certain que vous avez beaucoup de questions et je ferai tout le possible pour répondre de la façon la plus rigoureuse possible. Mais je voulais vous montrer qu'est-ce que c'est Sainte-Justine qui a été fondée en 1907 et les Sainte-Justine que vous connaissez aujourd'hui, avec le nouveau pavillon inauguré il y a 3 ans. Alors, c'est une énorme institution avec des énormes professionnels. Merci beaucoup pour votre attention. Wow! Quoi dire? Merci beaucoup, Dr. Alvarez, pour la présentation. C'était vraiment intéressant. Écoutez, en fait, je vais commencer avec ce qui a été dit peut-être dans le chat, puis s'il y en a qui veulent poser leurs questions, en fait, vous pouvez le faire via le chat, mais si vous voulez partager aussi avec Dr. Alvarez, en fait, je vous invite à tout simplement ouvrir votre caméra et votre son. Juste peut-être mentionner là, si vous voulez participer de cette façon-là. En fait, il y a Cassie qui dit en fait qu'ils ont leur propre charte de couleurs qui a été soumise au docteur Chartier. Si vous voulez, docteur Alvarez, elle vous propose de vous la faire suivre également, là, et pouvoir la faire diffuser. Oui, mais il n'y a pas de problème, mais vous savez que la personne qui a mis en place le système de cartes, que c'était très similaire à celui qui a été développé à Taïwan, parce qu'on est tous en contact, il n'y a pas 10 000 hépatologues pédiatres à travers le monde, et ces chartes de couleurs installées en British Columbia, nous on l'avait, et c'est ça qu'il y a à peu près avec tout un gros dossier, j'avais soumis au ministère de la Santé il y a à peu près 5 ans ou 6 ans. Et dans ces cartes, ce qui est intéressant, c'est les couleurs de sel, bien entendu, mais dans ces cartes, on mettait le numéro de téléphone de l'infirmière du service de pathologie. Alors, ça veut dire que n'importe quel papa ou maman qui voyait que son enfant il y avait des cercles clairs, il pouvait nous appeler. Le directeur de l'hôpital nous autorisait à donner le numéro de téléphone de notre infirmière, parce que c'est l'hôpital qui la paye. Ça veut dire que tout était en place. Le ministère n'a pas voulu l'incorporer, il n'a pas voulu qu'on incorpore ces cartes au carnet de santé, et même si ce n'est pas collé à l'intérieur, qu'on lui donne avec, et qu'on avise la maman avec toutes les informations pour qu'il puisse nous appeler. Il fallait même pas envoyer la carte par la poste, c'est simplement appeler un numéro de téléphone. Et ils n'ont pas voulu le dire, j'ai besoin de votre appui pour qu'on insiste vis-à-vis du ministère et voir si on peut faire passer cette idée. Et malheureusement, je n'ai pas pu contacter Lionel Carman, qui c'est un collègue qui était neurologue à Sainte-Justine avant de devenir sous-ministre, mais probablement c'est une des choses qu'on devait faire, mais j'ai besoin de votre aide, de votre appui pour pouvoir pousser ce que je n'ai pas réussi il y a 6 ans. Effectivement, si je peux me permettre, là, justement, avant de passer peut-être la parole à Mme Lessard, là, qui aimerait peut-être poser une question, justement par rapport à ça, Mme Simard dans le chat dit
je me questionne à savoir pourquoi il n'y a pas plus de volonté politique là, de voir ces cartes diffusées plus largement, car c'est la plus grande cause de transplantation hépatique. Là. Donc, je n'ai pu qu'adhérer. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas travaillé, parce que vous vous rendez compte qu'on est tout à fait conscient et qu'on a fait. D'ailleurs, le docteur Richard Schreiber, que c'est celui qui l'a installé, c'est un Montréalais et il est de retour à Montréal. Il a pris sa retraite en British Columbia, il est de retour à Montréal, je l'ai rencontré il y a une semaine. Ça veut dire qu'on aurait un appui supplémentaire parce que c'est une expérience qui a réussi. Ah, OK. Donc, peut-être, il y a peut-être l'avenir là, dans cette voie-là. Donc, ben, je vais laisser parler justement, là, Mme Lessard. Vous avez activé votre son, donc vous pouvez poser votre question. Ben, je voulais dire bonsoir, docteur Alvarez. J'espère que vous allez bien. Bonsoir tout le monde. En fait, je n'ai pas vraiment de questions. Je viens juste de me joindre à la réunion. Là. Je vous écoute, fait que c'est juste que je ne suis pas bien bonne avec les Zooms, moi. Ben, c'est parfait. Écoutez, ça nous fait très plaisir que vous soyez là. Le but, c'est justement qu'on puisse rejoindre le maximum de personnes. Là. Donc, il n'y a pas de problème. Je vais juste désactiver votre son pour Oui. la suite. Oh. Ah, ça ne marche pas pantoute. Donc, Monsieur Tessier, est-ce que vous aviez une question? Oups. Donc, je voyais M. Tessier avait ouvert son son. Madame Lessard, finalement, vous vouliez dire quelque chose parce que j'ai coupé votre son, vous étiez en train de parler. Non, c'est pas grave. C'est juste que j'aimerais ça peut-être que le docteur Alvarez aussi il parle un petit peu des hépatites fulminantes parce que là, c'est sûr que le sujet, c'est les atrésies des voies biliaires. Moi, ce n'était pas mon cas pour ma fille dans cette situation. C'était vraiment fulgurant. Fait que j'aimerais peut-être ça qu'il glisse un mot aussi sur les hépatites fulminantes, là, qu'il en parle un petit peu. Docteur Alvarez, je ne sais pas, ça ne faisait pas partie de la présentation, mais je ne sais pas si vous pouvez répondre en très peu de temps. Avec énorme plaisir. C'est un problème, je dirais, particulier et un problème qui nous engage émotionnellement avec l'atrésie des voies biliaires. C'est, disons, on voit une certaine progression de la maladie, il faut réagir vite, mais on a quand même quelques jours, voire quelques semaines, et après, on a quelques mois pour préparer la greffe. Le problème avec les hépatites aiguës sévères, c'est qu'on a un enfant bien portant et quelques jours plus tard, il y a une insuffisance hépatique et quelquefois aussi dramatique qu'il est aux soins intensifs. Alors, les causes sont multiples. Malheureusement, même quand on découvre la cause, on n'a pas un traitement efficace pour permettre à ces foies de régénérer. Ça veut dire que quand on traite, c'est probablement le foie, il a été détruit à tel point qu'on ne peut pas les faire régénérer suffisamment vite pour éviter les complications de cette insuffisance hépatique. Et là, le deuxième problème qui est aussi, qui nous engage émotionnellement et que c'est dramatique, c'est trouver un foie pour transplanter ces enfants parce qu'on n'a pas beaucoup de jours avant que l'enfant il devienne trop malade et la transplantation soit plus possible. Et on travaille constamment sur tous ces problèmes et on a demandé l'autorisation du comité d'éthique, vous le savez, et malgré l'engagement émotionnel des parents, la transplantation hépatique, quand les parents le souhaitent, on peut utiliser leur foie pour transplanter leur enfant. Et ça, c'est quand même une autre porte qui s'ouvre. Et il y a depuis ce moment-là, il y a des patients en insuffisance hépatique aiguë sévère qui ont reçu une partie du foie d'un des parents. Et ceci, quand même, ça ouvre une autre porte. Mais si vous voulez un jour qu'on discute si les hépatites aiguës sévères, qui sont aussi des maladies rares, ça me fera énormément plaisir. Good.
Donc, merci, Mme Lessard, pour votre question. En fait, je vais faire du pouce peut-être sur une question qui est dans le chat, puis après, je vais laisser Mme Andréane là, qui a levé la main. Il y a Nancy dans le chat qui demande c'est quoi les critères pour être admissible comme donneur? Disons, les premières, c'est la volonté d'accepter et, et être en bonne santé, mais ce n'est pas nous qu'on fait l'évaluation. Nous, on suit l'évaluation parce que vous imaginez bien que nous, on ne peut pas être les procureurs et l'avocat. Et nous, on est l'avocat de l'enfant. Alors, on recueille les souhaits, on avise que c'est possible et on laisse les parents décider. Quand eux, un des deux parents ou un membre de la famille, ils se proposent pour être évalués et connaître toutes les complications possibles et tous les bénéfices pour les enfants, etc., on les dérive à l'hôpital d'adultes, au CHUM, qui collabore avec nous, et sont eux qui sont en charge de l'évaluation. Et nous, on n'intervient pas. Ce sont eux qui prennent la décision finale. Par la suite, on fait une réunion et eux, ils nous racontent tout ce qui s'est trouvé. Ils nous montrent toutes les images qui sont recueillies. Ils nous disent s'il est compatible ou pas. On mesure le volume de l'abdomen de l'enfant, le volume du foie qui peut être prélevé des parents ou des membres de la famille. Et à ce moment-là, on procède à fixer une date et faire la greffe. De toute façon, tous les enfants, par recommandation du comité d'éthique, tous les enfants qui vont recevoir un donneur vivant éventuel, ils vont être inscrits en liste d'attente au moins pendant une période de 4 semaines, si c'est possible, si la maladie le permet, sauf pour les hépatites aiguës sévères. Et pourquoi ça? C'est parce qu'on vient de le voir hier, un enfant où la maman a été évaluée, on allait faire la transplantation dans quelques semaines, on l'a transplanté hier avec un donneur cadavérique. Ça veut dire qu'on donne la chance à l'enfant d'avoir la possibilité de recevoir un autre don et éviter une complication éventuelle aux membres de la famille. Il existe aussi des donneurs altruistes, des gens qui s'offrent pour donner une partie de leur foi pour un enfant, mais avec la condition qu'il n'y aura jamais de contact avec la famille ni avec les receveurs. Super, merci beaucoup de la réponse. Donc, je vais y aller en ordre avec les mains levées. Donc, il y aurait Mme Andréane Vincent qui aurait une question. Oui, bonsoir. Vous avez fermé ma caméra. Est-ce qu'il serait possible de l'ouvrir, s'il vous plaît? Certainement, certainement. Bon, je ne sais pas si on me voit, ça a l'air de fonctionner. Bonsoir. Premièrement, merci, Dr. Alvarez. Je fais partie, moi, avec Cassie et Rachel de AVB Québec, qui sommes partenaires, un peu, si on veut, avec la RQMO là, pour faire avancer les choses. Et je voulais vous remercier, Dr. Alvarez, d'avoir accepté avec grande générosité de faire ce webinaire ce soir. Ceci étant dit, je voulais aussi prendre quelques minutes pour mentionner qu'avec le RQMO, on essaie de faire avancer les choses beaucoup au niveau de l'AVB et nous avons créé un groupe de soutien via Facebook qui s'appelle le AVB Québec. Donc, pour ceux qui sont atteints, les parents dont les enfants sont atteints d'AVB et même les proches. Et c'est un groupe de soutien, puis on essaie de faire avancer les choses aussi. On voit qu'en France, c'est très, très, très avancé, mais peut-être un peu moins au Québec. Et donc, avec l'aide de d'autres mamans, on essaie de faire progresser le tout. Puis on a aussi là, des chartes de sel qu'on a faites, Dr. Alvarez, qu'on a pu envoyer à Dr. Chartier, qui est une des collègues de Dr. Alvarez au CHU Sainte-Justine. Et peut-être qu'on sera en mesure aussi de pouvoir vous la faire parvenir, Dr. Alvarez.
Puis, j'aimerais ça, si c'est possible aussi, de laisser la parole à Cassie, qui est une autre maman qui est co-administratrice aussi avec nous pour AVB Québec, qui pourrait aussi donner d'autres informations là, assez pertinentes sur l'AVB. Puis de mon côté, là, si ça peut rassurer, je sais qu'on est en webinaire, là, mais mon bébé, moi, a eu le CASAIC qui a été un échec. Et le petit Mathis, que le docteur Alvarez connaît bien. Et il y a eu une greffe de foie d'un donneur cadavérique et ça l'a bien été. Ça fait 9 mois maintenant qu'il est greffé et tout va bien vraiment. Donc, merci. Wow, ben, Merci à vous. Merci à vous. Honnêtement, là, c'est tout, ouais, vraiment, c'est spécial d'entendre ça. Merci beaucoup de votre témoignage. Puis en fait, je vais faire du pouce sur ce que vous avez dit. Donc, est-ce que Cassie, tu voudrais prendre la parole pour dire quelques mots et après, je vais laisser la parole à Mme Trottier là, qui avait levé la main. Oui, en fait, j'ai rien de vraiment de plus à ajouter. Sinon, les membres qui ne sont pas déjà sur notre groupe, si vous avez besoin de soutien, simplement nous rejoindre. Là. On ne prétend pas être des médecins, on ne prétend pas avoir la science infuse non plus, mais on pense qu'on peut vous aider parce qu'on a déjà fait un bon cheminement de notre côté en tant que parents. Sinon, oui, pour la charte des selles, là, je vais sûrement avoir l'occasion de reparler là, avec Dr Chartier la semaine prochaine, en fait, parce que je monte à Sainte-Justine avec mon fils pour un suivi. Fait qu'à ce moment-là, je verrai si je peux croiser le docteur Alvarez dans les couloirs aussi. Mais je ne prendrai pas plus de temps. Je voudrais que les questions soient répondues. Là, j'ai vu beaucoup de questions se poser dans le chat, fait que je vais laisser la parole au docteur Alvarez puis aux gens. Merci. Non, mais c'est parfait. Merci beaucoup, Cassie. Oui, effectivement. Donc, je vais laisser la parole à Mme Trottier, puis ensuite, on ira retourner dans le chat. Là, effectivement, j'ai vu quelques questions aussi. Donc, Mme Trottier, vous pouvez poser votre question. Oui, bonjour. Donc, bonjour, Dr Alvarez, la maman de Charlie. Donc, je suis une amie on a rencontré Andréane, c'est notre amie de greffe. Donc, on était les deux mamans, une à côté de l'autre. Mathis a été greffé 2 semaines après nous, notre coco Charlie qui a été greffé. Nous, c'est un donneur vivant. Donc, nous, c'est papa qui a donné la moitié de son foie à notre Charlito national. Et puis, c'était une épreuve, si je peux encourager là, les parents qui vont peut-être passer par là, c'est terrifiant, ça fait peur, c'est de l'inconnu, mais clairement, ça sauve des vies. Notre coco a été greffé le 1er février 2022 et maintenant, il va à la garderie, il attrape tous les virus des enfants. Il vit sa vie le plus normalement possible avec à peine de médicaments, puis il y a une cicatrice sur son bedon qui, pour lui, ça le fait rire. C'est vraiment, c'est sûr que quand on rentre dans ce cheminement-là d'apprendre que notre enfant a besoin d'être greffé, et encore plus que quand c'est papa qui va donner, ça peut faire peur, mais si ça peut rassurer les gens, c'est redonner la naissance à un enfant complètement. Là. Oh, ben, merci beaucoup pour le témoignage. Effectivement, c'est le fun d'entendre ça, qu'on a des résultats positifs. Là, donc, c'est vraiment super. Moi, j'ai deux personnes qui ont posé des questions. Il y a une certaine Joanie qui en a posé 3. Donc, je vais commencer avec la première. Donc, y a-t-il de l'avancement concernant les études pour déterminer l'étiologie? Et il existe actuellement un modèle animal, mais vous savez qu'on ne peut pas extrapoler. Et les animaux d'expérimentation, ils nous donnent beaucoup de pistes. On pense, à cause de cet animal d'expérimentation, que c'est un virus qui est entré dans la voie biliaire très tôt, ou juste avant la naissance ou après la naissance. Le point, c'est que si je demande à tous les mamans ici, à ces webinaires présents, ils vont me dire qu'ils n'ont pas eu de la fièvre, et c'est vrai. Et il n'y a pas de symptômes. Mais il y a un virus qui est chez les souris quand ils sont infectés dans les premières 24 heures de vie, et seulement s'ils sont infectés pendant les premières 24 heures de vie, ils donnent une atrésie de voie biliaire. S'ils sont infectés plus tard ou pendant la vie fœtale, on n'observera pas les mêmes problèmes. Alors, ça nous oriente les problèmes,
c'est que toutes les recherches qui ont été faites jusqu'à maintenant, quand on opère ces enfants, qu'on obtient la voie biliaire ou on obtient une partie du foie, ou les biopsies qu'on fait, probablement on arrive trop tard. Il n'y a plus de virus. C'est que, si vous me permettez, en anglais, c'est ce qu'on appelle hit and run. Ça veut dire qu'il a frappé et il a disparu. Alors, c'est très, très difficile de mettre un nom sur cette microbe qui probablement est à la cause, mais probablement aussi que ce même microbe, il va infecter 40 mamans enceintes ou 16 000 mamans enceintes et seulement l'enfant il va développer une atrésie de voie biliaire parce qu'il est infecté à un moment juste et parce que la réponse de cet bébé à ces virus était concernée surtout la voie biliaire. Regardez ce qui se passe avec la COVID. On peut probablement, plus de la moitié de la population, il a eu la COVID, mais COVID sévère ou COVID prolongé, qui sont des formes de réponse immunitaire différentes, mais qui sont plus sévères que l'habituel. La plupart des enfants, ça se passe très bien, ou les adultes, ça se passe très bien. Bien sûr, plus âgés, ça pose autre problème, mais la réponse immunitaire, ça veut dire que quand vous avez un agent qui vous infecte, se génère une bataille entre cet agent qui entre dans votre corps et le système qui nous défend, que c'est le système immunitaire. Ces batailles, en général, est contrôlable, ça dure quelques jours, le virus disparaît, le système immunitaire a gagné la bataille, le système immunitaire est contrôlé par lui-même, il se régule, mais quelquefois, le virus a disparu, le système immunitaire il a perdu le contrôle, et il donne une inflammation qu'on ne contrôle plus. Et c'est ça les problèmes, et pourquoi c'est aussi difficile d'identifier la cause. Super, super. Merci pour la réponse. Je pense que c'était très, très complet. La deuxième question, c'est est-ce qu'il est possible de ne jamais avoir recours à la transplantation et vivre sa vie entière avec le foie natif? Oui, il y a, comme vous avez vu sur la courbe, bon, malheureusement, l'intervention de Kasai, il a commencé à se faire, ou a été introduit, disons, dans le monde occidental dans les années 60 et pour beaucoup de centres seulement qu'en 70. Alors, notre recul n'est pas suffisant, mais il y a probablement un enfant sur 10 qui va arriver à l'âge adulte et qui va probablement vieillir avec son propre foie, son foie natif. Surtout ces enfants qui avaient ces formes kystiques que j'ai décrites, eux, ils ont plus de chances de vivre toute leur vie avec leur propre foie. Okay, excellent. Et la troisième question de cette dame Joanie, donc, quelles sont les études en cours concernant des traitements moins invasifs que la greffe et les résultats préliminaires s'il y en a? Le problème, c'est qu'il y a des études. Il y a des études même qui se font. Un de nos collègues à l'hôpital Saint-Justin, le docteur Paganelli, il travaille sur les cellules souches et comment transformer des cellules qu'on peut extraire de la peau en cellules qui tapissent les canaux biliaires. Le problème, c'est que vous imaginez, l'image est la suivante. Vous avez une maison qui a été détruite. Si les colonnes, les structures de base de la maison restent en pied, vous pouvez reconstruire le mur. Mais si les structures, les colonnes, ce qui soutenaient la maison, sont détruites, il faut détruire toute la maison et recommencer. Et c'est ça le problème avec la tracée de voie biliaire, c'est qu'il détruit toute la voie biliaire. Et recréer la voie biliaire sans une structure de base, ça devient extrêmement difficile. On peut transplanter les cellules parenchymateuses du foie, ce qu'on appelle les hépatocytes, mais l'épithélium qui tapisse les voies biliaires, il a besoin de tapisser quelque chose. Et c'est quelque chose, dans beaucoup d'enfants, où la plupart n'existait plus. Mais on continue à travailler, on a reproduit
ces voies biliaires dans les laboratoires avec l'espoir qu'on puisse remplacer la transplantation. Je voudrais vous dire quelque chose. Moi, je dirige les programmes de transplantation hépatique de Sainte-Justine depuis presque 30 ans. Et j'ai toujours répété dans toutes mes conférences, et ici et à l'étranger, que pour moi, comme clinicien et pathologue, la transplantation hépatique nous permet de, comme disait la maman de Charlie, d'avoir un espoir supplémentaire, mais dans le fond, pour nous, si on réfléchit, c'est une forme d'échec parce qu'on n'a pas pu sauver les foies de cet enfant. Mais bien sûr que c'est un succès quand on voit nos enfants venir à la clinique et on pleure presque des choix quand ils deviennent adultes et ils viennent nous rendre visite plus tard. Alors, j'ai l'avantage, si vous me permettez une discrétion, c'est que les filles qu'on a transplantées il y a 20 ou 25 ans ou 30 ans, comme à Sainte-Justine, c'est un hôpital mère-enfant, il y a une maternité à haut risque, il revient se faire soigner pendant la grossesse à Sainte-Justine et il me demande que je les suis pendant ces 9 mois. Vous n'imaginez pas le plaisir. Oui, effectivement, c'est une longue carrière, donc beaucoup de gens à voir avec tout ça. Il y a une autre question dans le chat. Donc, est-ce qu'un début d'hypertension portale est une indication de greffe plus rapide ou il est possible de bien faire sa vie, entre guillemets, avec l'hypertension portale? Tout à fait. On peut faire toute sa vie avec une hypertension portale. L'hypertension portale per se, d'emblée, n'est pas une indication de greffe hépatique. On a aujourd'hui d'autres moyens pour soulager, je ne dis pas pour traiter parce qu'on ne peut pas l'éliminer, mais pour soulager l'enfant qui a une hypertension portale. Et parce qu'il faut savoir que 99% des enfants avec une atrésie des voies biliaires, ils vont faire une cirrhose et ils vont avoir une hypertension portale. Mais on peut faire des ligatures de varices, ça veut dire maintenant on fait la prophylaxie, chose qu'on ne faisait pas il y a 15 ans. Ça veut dire qu'on sait comment suit l'enfant. Vous savez que la rate commence à grossir, que les plaquettes commencent à diminuer. Quand les plaquettes sont aux alentours de 120 000 ou un petit peu moins, on fait la première endoscopie parce que ce qu'on veut, c'est éviter que l'enfant saigne à la maison et qu'il entre à l'hôpital en saignement. Alors, je pense qu'on réussit très souvent, ou la plupart des cas, à soulager les varices et éviter les saignements et permettre à cet enfant à vivre avec son propre foie. Excellent. Ben, c'est super. En fait, on a une rétroaction dans le chat comme quoi ça répond très bien à la question. C'est super. Dernière question que j'ai vue dans le chat. Est-ce que la greffe guérit complètement l'atrésie des voies biliaires ou il peut subsister des cholangites, de l'hypertension portale ou autre? Non, une fois qu'on remplace les foies, le premier point, c'est qu'il ne rechute pas sur les foies. C'est la première chose qu'il faut savoir. Il ne va pas revenir l'atrésie des voies biliaires. Les foies, après une transplantation, il peut aussi faire une cholangite s'il y a des petites complications sur les voies biliaires, mais c'est traitable et on peut, ces voies biliaires d'un foie transplanté, on peut les réouvrir et éviter les cholangites pour toujours. Et l'hypertension portale ne revient pas, sauf que la rate qui a beaucoup grossi pendant des années pour les enfants plus âgés qu'on transplante, comme il y a beaucoup de cicatrices à l'intérieur, il ne va pas revenir normal tout de suite. Ça peut demander quelques années avant qu'il revienne normal ou quelques mois dans certains cas, mais il ne va pas revenir normal tout de suite. Ah ben justement, c'est drôle que vous répondiez à la question de cette façon-là. Il y avait une question un petit peu plus haute dans le chat. Je vais faire un peu du pouce là-dessus, donc peut-être c'est juste la même réponse, mais il y a quelqu'un qui demandait, donc c'est Vicky qui demandait dans le chat, est-ce qu'il va toujours avoir le ventre gonflé? Donc, elle parle de son enfant, ou est-ce que ça va finir par partir un jour? Puis, il va y avoir une autre question, en fait, par rapport à la greffe. Elle demandait comment ça fonctionne pour un don vivant. Donc, Pour les
il va pas avoir toujours les ventres gonflés. Il faudrait, je pense que pour les mamans qui ont fait cette association, c'est important aussi. Il va grandir votre association et vous allez incorporer d'autres. Et quelquefois, même si on montrait les visages de l'enfant, montrer les ventres de ces enfants, plus tard, 2, 3, 4 ans après la greffe, surtout ceux qui font une pratique des sports, sont des enfants tout à fait normaux avec une cicatrice. De ce côté-là, il n'y a pas de souci, parce que quand j'ai dit la rate ne dégonfle pas complètement, mais il va dégonfler à tel point que vous ne savez plus noter une distension de l'abdomen. Comment la deuxième question pour les donneurs vivants, en fait, quand nous on fait l'évaluation, on dit aux parents, on les avise que la possibilité de donner une partie de leur foie existe. Et s'il y a d'autres membres de la famille qui est disposé à le faire, et à ce moment-là, quand les gens se manifestent, on leur donne le numéro de téléphone de la coordinatrice de greffe du CHUM, et nous, on n'intervient pas du tout dans l'évaluation, parce que vous comprenez bien que comme avocat des enfants que vous nous confiez, on va faire tout le possible pour qu'ils soient transplantés rapidement et dans les meilleures conditions. Il faut aussi savoir que depuis qu'on a commencé la greffe hépatique à Sainte-Justine, les résultats ils n'ont pas arrêté de s'améliorer. Et depuis 1er mars 1986, première greffe hépatique à Sainte-Justine, on a une survie de nos patients de 90%. Et si vous prenez les dernières années, ça peut monter jusqu'à 95%. Alors, bien sûr, pour celui qui malheureusement il a des complications et il ne passe pas à travers la greffe, pour lui c'est 100%, les pourcentages en médecine sont tous relatifs, mais ça donne gros espoir qu'on puisse arriver à un moment donné à ces 100%. Super, ben merci beaucoup pour les réponses. Je ne sais pas, en fait, moi, je ne vois pas d'autres questions là, dans le chat. Je pense que toutes les questions qui ont été posées ont été répondues. Donc, il y a une autre question qui vient d'apparaître. Donc, quelles sont les complications que la greffe puisse amener au décès? Donc, quel genre de complications on voit? Les premières sont les complications. Et pour ceux qui ont passé à travers la greffe, ils le savent très bien, on fait des échographies de l'abdomen les matins et les soirs, pendant au moins une semaine. C'est parce que les premières complications sont les complications techniques. Ça veut dire que vous imaginez que les chirurgiens est mené à connecter des vaisseaux sanguins, par exemple l'artère, qui mesure quelquefois 2 ou 3 millimètres. Vous vous rendez compte que quand on met des points de suture sur la paroi d'un tuyau qui mesure 2-3 mm, sans affecter la lumière par où il passe le sang, c'est quand même un défi technique. Alors, depuis quelques années, c'est notre chirurgien plasticien qui vient, il est appelé en salle d'op seulement que pour faire ses parties, et il utilise un microscope pour regarder l'artère et faire ses connexions. Ceci, il a diminué énormément le nombre de complications, mais il reste qu'il faut penser que les complications, les premiers jours, ça peut être technique. S'il y a, surtout si l'artère se ferme, il faut retransplanter rapidement. Et si on n'arrive pas à trouver une fois, là, notre patient est en difficulté. Les deuxièmes complications sont les complications infectieuses. Alors, vous savez que l'enfant il va rester avec les ventres ouverts entre 10 et 12 heures. Et malgré tous les efforts de stérilisation et autres, et de nettoyage, il y a un risque d'infection beaucoup plus que la normale ou une intervention chirurgicale courte. Et vous avez vu la cicatrice
de vos enfants, similaire à la cicatrice de l'atrésie de voie biliaire, mais l'opération de l'atrésie de voie biliaire, ça dure beaucoup moins. Mais les complications infectieuses sont une des causes principales quand il devient difficilement traitable. Excellent. En fait, en sous-question, peut-être à ça, on a Andréane qui pose la question, peut-il avoir des complications plusieurs années après la greffe? Oui, certainement. C'est pour ça que vous avez vu que nous, on est obsessifs sur les suivis. Et vos enfants, ils font des contrôles tous les 4 ou 6 semaines, un contrôle de sang. On les voit une fois par année si tout va bien après les premières ou deuxièmes années. Mais il faut avoir un suivi continu. Bien entendu, les chances de complications après les 2-3 premières années sont beaucoup plus faibles. Mais nous, on ne lâche pas les suivis parce que ça nous permet d'avoir les résultats que je vous mentionnais. Excellent. On a une certaine Mia qui dit, en fait, bonsoir, le casaille de ma fille est fonctionnel, mais si jamais il y a quelqu'un qui veut faire un don vivant, est-ce que c'est mieux de faire la greffe ou d'attendre? Non, si le casaille est fonctionnel et il fonctionne bien, pas question de faire une greffe parce qu'il y a de bonnes chances qu'il arrive à l'âge adulte avec son propre foie. Okay. Excellent. Et maintenant, les gens du CHUM, ils connaissent de mieux en mieux la maladie parce qu'on transfère de plus en plus d'enfants qui n'ont pas eu de greffe, atrésie volaire, qui n'ont pas de... Je me souviens les premières, que c'était une fille, et je l'ai transférée il y a 25 ans à peu près. Et bien sûr que quand il était enceinte, il a accouché au CHUM, ils m'ont appelé, je ne me souviens pas, c'était le soir, ils s'étaient désespérés, ils ne savaient pas comment il allait se passer parce qu'il y avait une atrésie de voie biliaire et il allait accoucher. Alors, mais maintenant, ils ne m'appellent plus parce qu'ils ont d'autres expériences. Ça veut dire que c'est possible et nous, on est confiants qu'on va faire les diagnostics le plus tôt possible pour la plupart des enfants et qu'ils vont pouvoir vivre avec leur propre foie. Excellent. Ben écoutez, en fait, là, on a épuisé la banque de questions. Donc, vraiment, je vous remercie beaucoup au nom de toutes les personnes qui ont assisté ce soir, Dr. Alvarez. C'était super intéressant. Je pense que ça a bien répondu à beaucoup de questions. Puis effectivement, là, on travaille fort pour le futur. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut continuer d'espérer, mais il y a des choses à faire aussi. Donc, je voudrais remercier en fait toutes les personnes qui ont assisté ce soir au webinaire. Sachez en fait là, que ce webinaire-là a été enregistré et puis